Nouvelle convocation du tribunal de l'actualité. Nous vous savons très nombreux à prendre rendez-vous avec l'actualité sur les antennes des médias leaders Twi TV et Watt FM. Vous le savez, c'est un rendez-vous pour juger les faits majeurs de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Un rendez-vous que vous pouvez d'ailleurs suivre sur nos plateformes Facebook et YouTube. Je suis Adam Scarlett Ouedraogo, président de ce tribunal. Mesdames, messieurs, bonjour. Bonjour aussi, juge Bougma. Oui, bonjour président, bonjour madame, messieurs. Alors nous serons tout à l'heure rejoints par le doyen des juges, le juge Vara, mais avant, nous allons en tout cas introduire notre invité. Vous le savez, la charte définitive adoptée le 1er mars dernier a revu à la hausse plusieurs dispositions contenues en tout cas dans le rapport de la commission technique. On retient qu'après les assises nationales sur la transition, alors cette transition va durer 36 mois au lieu de 30 avec un gouvernement de 25 membres. L'Assemblée législative sera composée de 71 membres salariés. Cette charte est au cœur des débats. C'est également le sujet enrôlé pour la présente convocation. Et à la barre ce matin, Dr Aruna Louré. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci bien pour l'invitation. Alors, je rappelle que vous êtes anesthésiste réanimateur. Vous êtes également porte-parole du mouvement Les Révoltés. Nous allons revenir là-dessus, mais avant, nous allons ouvrir la première fenêtre de cette émission, les avant-propos. Messieurs les juges, c'est votre rubrique. Juge Bougma, qu'est-ce qui retient votre attention pour cette convocation de la semaine? Alors, ce qui retient notre attention, c'est toujours dans la dynamique de mon avant-propos d'hier, la crise Russie-Ukraine. J'avais dit que la FIFA ne s'était pas invitée dans les autres théâtres des opérations quand la France bombardait la Libye, quand les États-Unis ont envahi l'Irak, et j'en oublie. Je parle des cas emblématiques, effectivement, de notre ère. Et cette fois-ci, c'est la Russie qui est suspendue des instances, le mondial, et puis ces clubs qui sont frappés. Il y a aussi les médias russes qui ont été frappés, et ce qui a été trouvé, c'est qu'ils font de la désinformation, ils font de la manipulation, et puis bon, voilà. Donc, voilà une Union européenne qui demande au Burkina Faso, dans ce contexte de transition, de respecter la liberté de presse et de faire en sorte que la liberté d'express soit promue et que même les médias internationaux qui seront au Burkina ou qui sont au Burkina puissent bénéficier effectivement de protection et de liberté de faire leur boulot correctement. Donc c'est une injonction qui nous est donnée pendant tout ça, et clairement par l'Union européenne. Et face aux médias russes, c'est le blackout. Alors donc ça veut dire qu'en Europe on aura un seul son de cloche. Et les Russes sincères, qui ne sont pas peut-être d'accord avec Vladimir Poutine, mais qui ont besoin d'informations justes. Mais quand l'information est donnée par une seule voix, ça frise à un moment donné de la manipulation. Et ce n'est pas exclu que dans cette guerre qui oppose l'Europe et les États-Unis à la Russie, la guerre de l'information, la manipulation, la désinformation, effectivement, n'est pas pion sur rue. Alors, pour une France de liberté, de la fraternité, de l'égalité, de la légalité et de l'égalité, pardon, ça me, sincèrement, ça me laisse sur ma faim. C'est des opinions qui s'expriment en toute liberté. Rien ne prouve que les médias français également ne font pas de la désinformation. Je dis encore une fois, c'est la leçon, et moi c'est beaucoup plus cette leçon que je tire de cette guerre pour nous, États africains. C'est une occasion pour nous, une très belle opportunité de comprendre les enjeux du monde, de comprendre qu'est-ce qui fait marcher le monde et de comprendre en termes de rapport de force qui est le plus fort. Est-ce que c'est celui qui crie plus ou bien c'est celui qui agit plus? Je prends un exemple encore. Hier, le ministre français Bruno Le Maire dit que c'est une guerre économique qui a clairement déclaré à la Russie. Il a dit nous allons provoquer l'effondrement de l'économie russe. Il dit même que c'est une guerre économique qui a été lancée. Ça ne s'est pas fait attendre. Dimitri Medvedev, le vice-président du Conseil de sécurité de la Russie, répond. Il dit un ministre français a dit aujourd'hui qu'il nous avait déclaré la guerre économique. Faites attention à votre discours, messieurs, et n'oubliez pas que les guerres économiques dans l'histoire de l'humanité se sont souvent transformées en guerre réelle. Mais ce qui est intéressant pour l'histoire, c'est que Bruno Le Maire recule. Le maire dit, et il revient, après, dans l'après-midi d'hier encore, il revient, il dit nous apportons un soutien total au peuple ukrainien dans cette crise. Nous sommes déterminés à imposer des sanctions massives et efficaces contre la Russie, mais nous ne sommes pas en conflit contre le peuple russe. Le terme guerre utilisé ce matin sur France Info était inapproprié et ne correspond pas à notre stratégie de désescalade.
C'est un rétropédalage en fonction de ce qui se joue. J'ai dit, chers Africains, cherchons de pleurnicher, cessons de gémir. Ça ne nous aidera pas. Levons-nous, agissons-nous, définissons clairement nos priorités, avec qui nous voulons avancer pour pouvoir également compter un jour dans le concert des nations. Est-ce que la FIFA a eu à poser une question à un État africain en parlant de sa décision? Non. Donc, ça veut dire que, alors que nous sommes également membres de cette, puisque c'est une association. On a des États membres, les émanations, c'est la CAF, la FED, Burkinabé, puis toutes les FED qu'on trouve. Mais voilà, j'ai dit bien, moi c'est les leçons qu'on tire. Je ne suis pas pro-russe, je ne suis pas pro-français, je parle des faits. Et les faits sont têtus. Et c'est sur la base des faits que nous, Africains, nous devons nous positionner. Et ce n'est pas plus que ça. Merci, juge Bougma. Juge Var, vous avez la parole. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour, Président. Bonjour, juge Bougma. Bonjour, auditeurs et téléspectateurs. Je m'excuse. C'est vrai que j'étais déjà là depuis. Mais voilà, j'ai dû, pour des informations donc, et des exigences, prendre un contact. Voilà, mon avant-propos, lui, il va concerner la Guinée. On sait qu'il y a eu une mission onusienne et CEDEAO concernant d'ailleurs la Guinée. On a vu lundi, c'était 48 heures pour évaluer un peu la transition guinéenne. Mais quand on lit un peu tout ce qui sort un peu comme information et tout, on se rend compte qu'on est encore dans un flou. Il est félicité le fait que très vite il y a eu un CNT qui a été mis en place et tout, mais la question de la durée de cette transition là qui continue de poser problème, alors que ils veulent en avoir une estimation claire. Il y a un comité qui est en train de sillonner le pays, disent les militaires au pouvoir, pour avoir ce que pensent les Guinéens afin de tabler sur une durée de la transition, et cela devait normalement courir jusqu'au 8 mars. Donc on est encore dans un genre de flou. Parlant de Salé et de Kouassibrou, Salé pour la partie onusienne et Kouassibrou pour la CEDEAO, il y a eu plusieurs discussions, notamment avec les militaires au pouvoir et d'autres entités dans la Guinée, mais on voit que tout le monde ne parle pas forcément le même langage. Il y a le FNDC par exemple qui ne comprend pas pourquoi est-ce que jusqu'à aujourd'hui il n'y a pas une liste claire de ceux qui dirigent cette Guinée-là. Ils parlent du mouvement militaire qui est à la tête, et donc pour eux c'est un flou qui est entretenu et qui n'est pas de nature à rasséréner. Et donc aussi il y a la question forcément de la durée de la transition qu'ils mettent aussi sur la table, et l'absence pour eux d'un cadre clair de dialogue entre les militaires et la population civile. Mais on attend de voir ce que ça va donner. Mais vous savez, le regard en Guinée n'est pas fortuit, parce que nous aussi on regardera forcément dans ce que nous sommes en train de proposer, et comparaison n'est pas raison, je dis toujours, mais faire des parallèles n'est pas fou, et donc c'est bon d'observer tout ça. Merci pour ces avant-propos, messieurs les juges. Nous allons également dire merci à l'équipe de réalisation de cette émission, le Tribunal de l'actualité, qui nous permet d'être ensemble du lundi au vendredi sur le coup de 8 heures sur les antennes des médias leaders Twi TV et Watt FM. Docteur Aruna Louré est notre convoqué du jour. Il est le porte-parole du mouvement Les Révoltés. Déjà parlant de ce mouvement-là, vous êtes révolté contre qui et pourquoi? Merci bien pour l'occasion que vous nous donnez de nous exprimer sur les différents événements qui courent au sein de notre patrie. Je profite de votre micro pour remercier également, au-delà des mouvements Les Révoltés, tous les citoyens qui se sont sentis à un certain moment indignés, qui se sont sentis révoltés et qui n'ont surtout pas hésité à l'exprimer de différentes manières. Nous ne sommes pas révoltés contre quelqu'un. Je me dis même, nous ne sommes même pas révoltés contre un régime. Nous sommes juste révoltés contre un système de malgouvernance qui a entraîné le Burkina Faso progressivement dans des abîmes. Certains diront que nous avons atteint le fond, quoique le pire peut toujours survenir. Nous sommes révoltés contre toute cette gouvernance qui n'est pas vertueuse, faite de corruption, de vol, de détournement, de népotisme, de clientélisme, qui fait que la patrie burkinabé n'arrive pas à briller, à installer une nation de paix et de prospérité sur les bases d'une équité et d'une justice sociale. Donc c'est tout cela qui faisait que nous sommes révoltés contre ce système-là qui emprisonne le peuple burkinabé.
Alors, quand on parle de révolter, il y a aussi le mot révolution, c'est le même champ lexical. Hein. Alors, au Burkina Faso, la révolte a été observée aussi du côté des militaires qui ont pris le pouvoir, sinon renversé le pouvoir Roch Kaboré le 24 janvier dernier. Votre regard par rapport à ça, est-ce que c'est cette révolution, cette révolte-là que vous attendez? Non, ce n'est pas cette révolte-là que nous attendons. Nous disons d'abord indignons-nous, parce que l'indignation est le premier constat qu'on fait lorsqu'une situation n'est pas bonne. Quand on s'indigne, ça reste assez pas matériel. On se révolte contre cette situation. Et l'aboutissement en principe de cette révolte, c'est de faire vraiment une révolution, parce que la révolution est ce qui caractérise le mieux la maturation politique d'un peuple. C'est-à-dire qu'en ce moment, le peuple a une certaine maturation sociopolitique qui permet à s'autodéterminer vis-à-vis de son avenir. Nous aurions préféré, nous n'hésitons pas à le dire, que ce soit une révolution populaire qui ait emporté le régime Roch pour que nous puissions installer ce que nous appelons ce changement de paradigme dont tout le monde chante, mais qu'au fond, les gens n'y vont pas pour pouvoir refonder notre système sociopolitique et pouvoir faire émerger ce Burkina nouveau dont nous rêvons tous. D'accord. Question de généralité, juge Bougma. Effectivement, vous l'avez posé la question, révolté. Vous êtes toujours révolté? La question, est-ce que nous sommes toujours révoltés? Il y a toujours des situations de révolte qui sont là. Parce que ce que nous dénoncions hier n'est pas réglé aujourd'hui. Maintenant, c'est ce qui fait que nous insistons sur la notion pas de régime, mais c'est contre un système. Donc, pour être plus précis, la révolte ne peut finir vraiment que lorsque le pays sera sur les rails d'une bonne gouvernance, allant vers la paix et la prospérité de la nation. Juge Va. Comme je vous écoutais tout à l'heure, vous disiez ce que vous auriez souhaité, c'était plutôt une révolution populaire. Vous entendiez quoi par là? Ou bien les marches auxquelles vous appeliez, c'était pour en arriver là? Exactement, puisque aucune révolution ne naît d'un claquement de doigts. Il faut déjà communiquer avec la population, il faut que la population s'autodétermine. Les différentes marches, c'est d'amener déjà les gens à oser s'exprimer, à oser se déterminer, à oser dire non, l'avenir de ce pays nous appartient à nous tous et nous devons nous battre au-delà de nos individualités pour aboutir à cette révolution. Parce que il faut reconnaître que la révolution, en passant de l'insurrection à la révolution, c'est reconnu même par les tests les plus fondamentaux du monde. C'est l'expression la plus mature qu'un peuple a pour changer de paradigme. Alors, deuxième question. Oui, Bernard a posé la question de savoir tout à l'heure, est-ce que les choses ont changé? Vous disiez pas forcément. C'est pour ça que vous ne vous positionnez pas relativement à certains régimes. Mais je veux dire que quand on regarde, on a l'impression, parce qu'on avait une vraie pression avant que le MPSR n'arrive, mais quand on regarde aujourd'hui, les frappes, les attaques, elles continuent. On n'est pas encore sorti de l'ornière, si ce n'est même qu'on est dans la même trajectoire, mais on a l'impression que c'est moins porté. D'accord. On a l'impression que c'est moins porté par ceux qui, à un moment donné, brandissaient cela comme le gros problème. Et quand on en parle, quelquefois, on dit non, ils viennent d'arriver, donc il ne faut pas... C'est quoi le souci? Je pense qu'en toute chose, il faut être juste. Et le dernier gouvernement Roch, quand on a fait le remaniement ministériel, nous avons dit c'est un nouveau gouvernement qui vient, nous leur donnons le temps de s'exprimer. Pour parler de la situation sécuritaire, je pense qu'il faut revoir notre contexte historique. La situation sécuritaire n'est pas venue d'un claquement de doigts. C'est dans notre processus démocratique qui a échoué, je dirais même depuis nos indépendances, parce qu'on n'a pas pu asseoir un système politique de bonne gouvernance. Parce que d'où est née aujourd'hui cette insécurité dont nous parlons tous? C'est vrai, c'est le problème majeur du peuple burkinabé, mais c'est né de la malgouvernance, de l'inéquité dans la gestion des deniers de l'État. Donc, si on veut être vraiment juste, on sait que quelqu'un qui prend le pouvoir, bon, c'est pas du jour au lendemain, c'est pas un discours que tout va s'arrêter. Il faut réorganiser, il faut réarmer. Et j'ai tendance à dire, il y a deux manières de juger une autorité. Sur ce qu'elle est en train de faire et sur les résultats attendus. Aujourd'hui, ce qu'ils sont en train de faire, c'est de ne pas commettre des erreurs qui annoncent déjà que, même si nous leur donnons 5 ans, ils ne vont pas réussir. C'est ce qui a fait que un mois après la mise en place de l'ancien gouvernement, le gouvernement du docteur Zerbo, nous avons repris la parole parce que nous nous sommes dit, on ne peut pas dire qu'on change de gouvernement et c'est les mêmes mesures liberticides qui continuent. C'était même pas la question sécuritaire notamment qui a fait que nous avons demandé à ressortir celui-là dans les rues. Mais c'est la même malgouvernance qui continuait. Donc nous voyons déjà que on prenait la même voie.
Donc, on ne les a pas jugés forcément sur le résultat attendu parce que, quoi qu'on dise, en moins de 6 mois, 1 année, et si vous discutez vraiment avec des experts, vous diront que cette question de l'insécurité, ce n'est pas vraiment en 1 année, même si nous mettons toute la bonne volonté que nous allons régler ça. Donc, ce n'est pas que je veux les défendre, dire qu'ils viennent d'arriver, mais je pense que si nous voulons être justes et équitables, c'est comme nommer quelqu'un dans une administration pour qu'il vienne régler, et 1 mois après, on dit, bon, voilà tes résultats. Je pense que ça ne serait pas juste et équitable, vraiment. D'accord, vous êtes beaucoup porté sur les réseaux sociaux, c'est d'ailleurs sur ce canal-là que beaucoup vous ont découvert. Alors vous, à travers vos écrits, vous dénoncez un peu les tares de notre système de santé et tout cela, alors que vous êtes syndiqué, vous êtes membre, si mes informations sont bonnes, membre du syndicat des médecins. Tout à fait. Alors pourquoi choisir ce canal-là pour s'exprimer? Est-ce qu'au sein des structures syndicales, la lutte ne porte pas? C'est pas qu'au sein des structures syndicales, la lutte ne porte pas, mais quand vous prenez les syndicats sont assez corporatistes. C'est-à-dire le syndicat, on dira, c'est vrai, c'est pour la lutte des biens matériels et moraux de ses sympathisants. Et là, même, on dit de ses sympathisants. C'est vrai qu'il y a certains syndicats qui essaient de se déporter au-delà. Mais la question que nous vivons, le monde de la santé ne peut pas se départir de la nation. Nous sommes dans une globalité qui fait que le système de santé ne fonctionne pas parce qu'au-dessus du système de santé, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, pour l'étriquer et parler juste du système de santé dans le corps du syndicat, je pense que ça ne portait pas assez ce que je m'imaginais de la gouvernance de ce pays-là. D'accord. Alors, nous avons convoqué justement parce que vous avez pris part aux assises qui ont donné lieu à cette charte définitive qu'on a connue depuis le 1er mars qui a été signée par le président lieutenant-colonel Damiba. Alors, parlant de cette charte-là, comme je l'ai dit, vous avez participé. On connaît aujourd'hui le contenu. Quand on regarde aujourd'hui la question de la durée, on parle de 36 mois, contrairement à ce qui avait été proposé initialement par la commission technique. Déjà, est-ce que cette charte-là va en droite ligne de vos aspirations en tant que représentant d'une structure de la société civile? Je vais insister sur une phrase que je répète un peu ces 2 jours. Aucune loi n'est assez puissante pour s'imposer naturellement aux êtres humains. Aucune. Si les lois étaient aussi puissantes pour s'imposer naturellement, je pense que nous ne serons pas là à discuter de tout ça parce qu'il y a des lois tellement bien écrites qu'elles auraient pu s'imposer. Donc cette charte, on peut toujours débattre là-dessus pendant 10 ans, mais ce qu'il faut reconnaître, c'est le leadership que les premières autorités vont enclencher qui pourra porter, qui pourra changer. Je dis cette charte, elle peut ne pas être parfaite, mais c'est une base sur laquelle on peut déjà essayer d'avancer. Parce que le problème du Burkina Faso, ce n'est pas dans ces tests forcément. Les tests sont des institutions, je suis d'avis, mais c'est le leadership porté par les autorités qui ont toujours été une grosse carence. Et si nous, Burkinabés, nous ne posons pas les débats comme ça se doit, nous allons discuter sur des choses, je ne dis pas qu'elles ne sont pas importantes, mais de moindre importance, et nous allons rater encore le coach. Donc il faut que nous soyons vraiment portés sur le plus important. Pour moi, la charte a pu faire un consensus sur 350 personnes qui sont venues, a pu faire un consensus. On peut toujours faire des amendements, on peut toujours critiquer, mais il faut que nous nous portons sur le fondamental. De telle sorte que les personnes qui vont venir mettre cette charte en œuvre là, si ce sont des patriotes intègres, je vous assure qu'on n'aurait peut-être même pas besoin de regarder cette charte pour pouvoir fonctionner. Ils pourront lancer ce pays-là. D'accord. Juste bon. D'accord, ok. On est pratiquement dans le fond de cette affaire de la charte. Mais la dénomination, c'est charte constitutionnelle, ce n'est pas charte de la transition. Est-ce qu'il y a une, comme on appelle ça, est-ce qu'il y a une explication sur la charte pas la charte de la transition, mais charte constitutionnelle? Et merci juge Bougma. Et au fait, cela a été revu. Sur la charte définitive, c'est une charte de la transition. Le mot constitutionnel a été enlevé parce qu'on trouvait que c'était déjà du pléonasme. Il y a aussi l'organe de suivi de cette transition qui est présidé par le chef de l'État. Les missions essentielles, c'est quoi exactement? Parce que à lire, c'est comme si c'est l'évaluateur de performance, mais en même temps, le président, celui qui doit être évalué, il préside d'ailleurs. D'accord. Merci bien. En fait, je vais faire d'abord une toute petite précision. Okay. Et c'est vrai, j'ai participé aux assises au nom du mouvement Les Révoltés. Quoi qu'on dise, les gens qui sont partis, c'était assez nominatif. Je veux juste porter que je ne suis pas là pour défendre forcément les assises. Okay. Oui, mais je veux
apporter de l'éclaircissement sur l'entendement des uns et des autres, de ce qui a pu faire trouver un consensus pour que nous arrivions à cela. Donc, certainement, l'organe de suivi, d'orientation et de suivi, ça a été une question de débat. Est-ce qu'il fallait pas, est-ce qu'il fallait? Mais comme je le disais tantôt, dans tout ça, c'est l'esprit de la chose qu'il faut voir. Parce qu'on a jugé que l'urgence de la situation faisant qu'il faut aller vite et bien, ce qu'on appelle, les managers diront, de la performance, le chef d'État aurait probablement besoin de cet organe-là pour pouvoir mener de l'orientation, le suivi et les suivis de tout ce qui va être mis en œuvre durant cette transition. Ça peut ne pas être, comme je le disais tout à l'heure, parfait. Ça peut être vu. Le chef d'État est parti, c'est-à-dire il est acteur et juge à la fois, mais n'empêche que c'est pas ça qui va vraiment trancher demain de tout ce qui est là. Donc on peut toujours discuter, est-ce que c'était nécessaire, est-ce que c'était pas nécessaire. Ça a été vraiment l'objet de pas mal de débats, mais on a jugé que on maintient ça pour que cet organe-là puisse prendre en compte certaines personnalités, ressources qui puissent toujours contribuer sans ne pas être forcément dans l'organe dirigeant systématiquement. Ok. Oui, moi, nous sommes journalistes, on a souvent des infos. Tout à fait. Voilà. Et il nous est revenu qu'un samedi, pas si longtemps, certaines organisations ont rencontré le MPSR, notamment avec le colonel Tonkwano, si ma mémoire est bonne. D'accord. Vous y avez été? Un samedi récent. Ah, bon, je ne sais pas, oui, et étant d'une organisation... Oui, non, en fait, je ne sais pas de quel samedi vous parlez exactement. Bon, est-ce que vous avez été à une récente rencontre avec le MPSR, dont le colonel Tonkwano? Oui, sans hésiter, oui. Avant les assises, là, de quoi il était question? Oui, parce que vous vous rappelez très bien que le MPSR a reçu les différents organes, notamment les organisations de la société civile, et le président les a reçus à la présidence. Malheureusement, je n'ai pas participé à la présidence. C'était dans le cadre d'organiser cette rencontre avec le président de la République. Et ce jour-là, nous avons mené les échanges, nous avons donné notre point de vue sur le regard que nous trouvons un peu étriqué qu'on porte sur les organisations de la société civile. Parce que les gens ont l'impression qu'on pense que ce sont des va-nu-pieds qui... Oui, mais je reviens à la rencontre. C'était une rencontre ouverte, formelle, ou c'était certaines organisations tirées sur le tas? Là, je ne saurais vous le dire. Non, là, je ne saurais vous le dire. Moi, j'ai reçu un coup de fil disant il y a un lieutenant-colonel du MPSC qui souhaite vous rencontrer pour préparer. Maintenant, cette question, est-ce que c'est tiré sur le tas? Comment ça s'est passé? Je pense que je ne suis pas la personne la plus idéale à répondre à ça. Je veux savoir, parce que vous êtes allé après à des assises, il faut savoir qui est arrivé clean ou pas. On va c'est un pays de savane. Hein? Si, donc je suis totalement d'avis. Je suis totalement d'avis et je peux vous assurer que je ne suis pas du genre avec langue de bois. On a rencontré, c'était pour préparer la rencontre avec le président de la République. Maintenant, si vous avez une question bien précise, je serai ravi de vous donner la réponse. Il n'y a pas été question de dérouler des assises là, non? Ah non. À ce moment, on ne parlait même pas des assises. Absolument pas. Absolument, on ne parlait pas des assises. D'accord. Oui, si on se rappelle très bien, en ce moment, on ne parlait absolument pas des assises. Et on venait juste de mettre en place le comité technique de suivi et le comité technique pour l'élaboration de la charte et de l'agenda. Ça, franchement, je peux vous le dire. D'accord. Okay. D'accord. Alors, c'est vrai que, on l'a dit, on vous reçoit parce que vous avez participé aux assises. Ça nous permettra d'avoir des clés de lecture sur l'ambiance de travail, comment les choses se sont menées. Alors, aujourd'hui, comme je l'ai dit, les éléments, c'est surtout les questions des nombres qui ont été revus à la hausse, notamment le nombre de députés et surtout la question des salaires. Tout à fait. Voilà, l'esprit qui était derrière, c'est d'avoir, je dirais, une participation gratuite de ces députés-là pour donner une image, pour donner aujourd'hui un symbole. Mais ce symbole-là a sauté. Alors, comment on peut analyser cela? Manque de patriotisme ou bien c'est du réalisme? Le fait justement que les députés soient payés. En fait, c'est quand on accorde cela avec le patriotisme que moi, personnellement, ça me pose un peu un petit problème. Ça, c'est personnel, au fait. Parce que quand on dit le patriotisme, c'est celui qui se bat pour sa patrie, au fait. Donc, quand on associe la gratuité au patriotisme, j'ai l'impression qu'on est en train de... C'est pas très juste. Ça, c'est moi, c'est un attelage mal fait. Maintenant, voilà, c'est un attelage mal fait. Je pense que, franchement, ça, c'est ma position. Maintenant, la question de la gratuité, il faut le reconnaître, sur les 350 membres qui étaient là, ça n'a pas posé de débat. Ça n'a pas été un objet de débat houleux pour dire oui, gratuit, non gratuit. Parce que ce qui ressort, c'est que même dans la religion, on dit tout travail mérite salaire. Et aujourd'hui, nous sommes en train de lancer un nouveau paradigme. Pensez-vous sérieusement que pendant 3 ans, on peut asseoir des Burkinabés pour qu'ils travaillent gratuitement? Moi, je dis, il faut que nous soyons des patriotes sincères.
Parce que la question de faire de la transition, les députés gratuits, je pense que nous sommes en train de verser parfois dans du populisme. Je me rappelle, en temps, je disais que le salaire des ministres était peu et les gens me sont tombés dessus. Mais quand nous prenons la réalité socio-économique de notre pays, demander à des Burkinabés de venir travailler pendant 3 ans gratuitement, est-ce que cela ne pose pas fondamentalement un problème? Est-ce que le terme gratuit n'est même pas abusif parce qu'il y a les primes de cession, parce qu'il y a quand même quelque chose qui va leur être donné? En fait, ce qui ressort de tout ça, c'est que nous sommes partis sur un mauvais postulat. Le postulat sur lequel les gens partent pour s'enrichir, les gens partent pour être corrompus. Mais je dis, le problème du Burkina Faso aujourd'hui, sincèrement, est-ce que c'était les salaires des députés? C'est une question que la salle s'est posée. Non, le problème du Burkina Faso aujourd'hui, c'est la malgouvernance, ce sont les vols. Est-ce qu'il ne faut pas donner les moyens nécessaires pour que dans 3 mois, 6 mois, on se retrouve à dire, bon, vous voulez quelque chose de gratuit, qu'est-ce que vous voulez comme résultat? Est-ce qu'il ne faut pas donner les moyens de telle sorte que nous puissions nous axer de manière formelle pour dire que voilà votre mission, vous la réussissez, on ne veut pas de corruption, on ne veut pas de vol, on ne veut rien de tout ça. Je peux prendre quelques pays en exemple que nous aimons citer, le Rwanda, le Botswana, le Ghana, même récemment au Bénin. Quand les présidents sont arrivés, ils ont dit on améliore substantiellement les conditions de nos représentants et celui qu'on prend la main dans la poche, c'est impardonnable. Il ne faut pas vouloir le beurre et l'argent du beurre. Il n'y a pas de gratuité dans ce monde-là. Parce que quand on dit gratuit, il y a quelqu'un qui le paye forcément. Demain, on va aller trouver des gens qui sont dans les magouilles. La justification qu'ils auront, c'est que vous voulez que les gens travaillent gratuit. Est-ce que si nous voulons être la responsabilité de pouvoir bien mener cette transition, ne pensons-nous pas que ce n'est pas une question qu'ils vont gagner l'argent? Moi, je dis, ça ne me regarde pas. Mais est-ce qu'on peut dire à des gens, parce qu'il y a des fonctions qui seront incompatibles de venir travailler. Quand on parle des émoluments, moi j'aurais préféré qu'on enlève ça. Parce que quand on me dit 45 2 fois, c'est le même postulat. Si on fait 90 2 fois, les gens vont gagner de l'argent. Enlevons ça, par exemple, mais donnons un salaire pour que les gens puissent vivre et faire le travail qu'il faut. La transition, c'est 3 ans. Et nous devons nous donner tous les moyens pour réussir. Pour moi, c'est la performance. La performance, ça joint l'efficacité et l'efficience. Si nous voulons l'efficacité sans l'efficience, on va dépenser à tort et travers. Si nous voulons l'efficience sans l'efficacité, on va dire c'est gratuit et on n'aura pas de résultat. Et si on veut être vraiment, nous, Burkinabés, combien de personnes vont se poser cette question? Sincèrement, nous, autour de ce plateau, pour moi, ce n'est pas ça la question du patriotisme. Juge Bouma. Bon, en temps normal, quand c'est à l'issue des élections et que vous êtes élu, si vous êtes salarié du public comme du privé, on vous met en détachement, votre virement de salaire, lui, il est suspendu. Pour que vous puissiez exercer le boulot de député, payer sur les émoluments et tout, les indemnités de session, que je rappelle sont fixées à 30 000 depuis 2002. Donc, maintenant, dans le cas présent, la question c'est de savoir est-ce que ça va être la même formule ou bien, compte tenu du fait qu'on va vers l'acceptation, pour ne pas dire ça ne va pas être gratuit, est-ce qu'on aura ces doublons de salaire? Parce que je dis bien quand c'est en temps normal, dès que vous accédez à ce poste-là, on suspend tout. En temps normal. Et notre problème aujourd'hui aussi, c'est le non-respect des textes en la matière. Je pense que dans les dispositions définitives de la dernière charte, c'est le président qui va prendre un décret pour fixer les émoluments et les indemnités accordées aussi bien aux ministres qu'à ceux qui vont participer à l'Assemblée. Il y en a déjà. Il y a un décret qui fixe les salaires des ministres et des présidents d'institutions. Pour les, comment on appelle ça, les députés, j'ai dit c'est connu, c'est 30 000 francs jour pour la session. Maintenant, bon, ce qui est présenté comme émolument, bon, ça peut-être, mais c'était déjà fixé. Bon, peut-être que ça va changer. Voilà, mais je pense que le peuple reste souverain, quoi qu'on dise, à tout moment. Si aujourd'hui le peuple émet l'idée même que ces députés ne seront plus jamais payés, on inscrit ça dans la Constitution et puis on continue. Et si le peuple lève la voix, qu'on préfère que ce soit les mêmes choses qui continuent, je pense que le président n'aura autre choix que de prendre les mêmes décrets. Mais moi, je pense qu'on arrive à un certain niveau, il faut que nous assumons nos positions et nos convictions. Il faut que nous puissions dire et l'assumer qu'il y a certaines choses, si nous voulons vraiment des résultats, il faut y aller. On a vu des dirigeants dans l'histoire du monde qui sont allés contre vents et marées, contre leur population, parce qu'ils avaient la conviction sincère que c'est ce qu'il fallait faire. Et après, l'histoire les a donné raison. Moi, ce que je dis aujourd'hui aux autorités, il faut avoir
avoir la conviction sincère des positions que nous prenons. Et même si après, on s'en rend compte que ce n'est pas le cas, au moins c'était une conviction sincère qu'on a portée par ce que nous croyons être le patriotisme. Parce que c'est ça le plus important en fin de compte. D'accord. Je vais. Oui, le débat qu'on est en train de mener, on l'a déjà commencé hier sur la question de la gratuité. Je sais que rien n'est vraiment gratuit, tout a un coût. Maintenant, il y a quelqu'un qui paye. C'est là la question du sacrifice. Tout à fait. Celui qui paye, et celui qui accepte le faire sans être payé, c'est ça le sacrifice. Je pense que c'est ça le terme, dans son sens étymologique. Je pense que ce qu'il y avait comme idée derrière, c'est que ceux qui viennent acceptent ce sacrifice-là. Je pense que c'est pas méchant. Ce n'est vraiment pas méchant. Maintenant, derrière ça, il y a aussi les leçons qu'on essaie de tirer du passé. Tout à fait. On a déjà eu une transition il n'y a pas eu si longtemps. Ils sont venus, ils ont voulu toucher comme les élus. 1 700 000 si ma mémoire est bonne. Avec le tollé, ça a été ramené à 880 000 francs CFA. Si on ne devrait s'en tenir qu'à eux, ça allait être comme ça, hein, alors qu'ils étaient venus servir. Ils disaient qu'ils étaient prêts aussi pour le sacrifice et tout. Il y a une commission qui a travaillé 0 francs. Ça avait été bien établi et bien décrit. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'il y a une proposition qui est faite. Ils ramènent cela à 45 jours, 2 fois par an. Parce que quand on dit non, ils seront là pendant 3 ans, ça, il ne faut pas aussi prendre les choses comme ça. 45 jours, 2 fois par an. Pour ce qu'on connaissait habituellement, c'était 90 jours, 2 fois par an. C'est-à-dire qu'on a la moitié, on ne définit pas les choses. C'est-à-dire on a la moitié de choses, comme on appelle ça, du temps de travail, ça c'est un. Et puis 2, il y a la réalité. Les autres, ils ont été élus. Ils ont battu campagne et tout. Il y a plein de choses qui vont avec. On aura des gens qui seront désignés pour une période, pour refonder et pour remettre le Burkina sur des rails. Moi, la question du salaire, le salaire, on connaît, c'est une rémunération périodique. Est-ce que ça veut dire que chaque mois, ils vont payer, ils vont avoir de l'argent, espèce de distribution bien payée comme un député? Moi, ça me met un peu mal à l'aise. Maintenant, est-ce que pour le temps mis, il aura une contrepartie? Je veux dire, parce qu'il y a un accompagnement, le travail du député aussi, ça se fait, il doit être éclairé, il y a plein d'autres éléments. Ça, je peux le comprendre. Mais quand on dit salaire, tout de go comme ça, je trouve que ça pose problème. Il y a, sur les questions des sessions, des accompagnements qui sont déjà prévus. Bernard le rappelait tout à l'heure. Je me dis, est-ce que ça ne suffit pas? Je pense que c'est là-bas le débat. Même quand vous dites que tous se sont compris, je suis désolé, hein, c'est que l'histoire nous a montré aussi récemment que quand il s'agit d'intérêt, là, quelquefois, c'est comme ça que ça passe. Je ne suis pas sûr, et je le répète encore, que si c'était gratuit, on aurait quitter les 2 ans, 2 ans et demi là, on les aurait tirés jusqu'à 3 ans. Et puis on ne serait pas passé de 51 jusqu'à 71. C'est parce qu'on sait qu'il y a la guerre du positionnement qui va venir. Quand on voit la question du nom, on sait qu'il y a la guerre du positionnement qui va venir. En tout cas, c'est vrai, vous dites qu'on peut épiloguer 1 heure dessus, mais ça aussi c'est mon sentiment. Non, c'est un sentiment que je respecte. Hein. C'est un sentiment que je respecte. Je dis, c'est ce qui fait aussi la démocratie. Mais en fait, ce qui me dérange, c'est votre postulat. Vous partez du postulat qu'il ne faut pas que les gens s'enrichissent. Vous partez du postulat il ne faut pas que les gens aient de l'argent. C'est pas ce que j'ai dit. D'accord. Ah non. Mais est-ce qu'on va là-bas pour s'enrichir? Non, en fait, c'est le postulat. Mais moi, je pars du postulat. Comment je fais pour avoir de la performance? C'est pas que je suis en train de défendre coûte que coûte qu'il faut payer. Mais de ma petite vie, tout ce qui est gratuit ne porte pas. Juge va. Combien de personnes vous pouvez mettre pour ce travail que vous jugez fondamental, la refondation de la patrie, qui vont venir siéger? C'est vrai qu'il ne faut pas réduire le travail d'un député aux sessions. Le travail d'un député, c'est encore au-delà de ça. Et la question que je me pose souvent, on a dit législative. Est-ce qu'elle est représentative? Si elle est représentative, il faut que ces gens-là aillent voir avec eux ceux qu'ils sont censés représenter ce qui se passe. Je ne veux pas qu'on dise que non, on est en train de défendre coûte que coûte l'argent. Nous, on aime aller même à dire, si nous pensons que l'Assemblée législative de la transition n'est pas utile, qu'on le saute et que le président dirige par ordonnance. Parce que le problème que nous rencontrons, ce débat que nous menons aujourd'hui, est parti du fait que, je pense, le MPSR n'a pas accepté s'assumer pleinement et dit que nous sommes dans un état d'exception et mettre en place leur politique. On a cherché un maximum de consensus. Et qui dit maximum de consensus? C'est être réaliste vis-à-vis de ce que nous vivons pour avoir des résultats escomptés. On peut dire c'est gratuit, mais je peux vous garantir qu'au bout de la 2e année, vous et moi, nous allons nous retrouver ici pour dire qu'ils ne font rien, ils ne font pas ci. Et les gens vont dire, vous voulez du gratuit, voilà le résultat. Je répète, je n'ai pas dit gratuit. J'ai dit que ça demande
pour ces messieurs-là un certain nombre d'éclairages, ça implique un certain nombre d'éléments. Et donc, il y a un type d'accompagnement qui pourrait aller. J'ai rappelé que c'est 45 jours 2 fois. Vous savez, s'il y a une Assemblée nationale qui a été dissoute là, mon ami, c'est parce que la façon de fonctionner et puis la façon dont nous faisions là, ça ne marchait pas. Justement. Donc ce n'est pas ça, ce n'est pas répéter, les mêmes investissements et puis aller à la même façon qui va changer la donne. Il faut leur donner un minimum pour travailler, mais je demande le salaire mensuel tel qu'on le veut. Est-ce que ça correspond à la réalité dans laquelle on est aujourd'hui? C'est ce que moi je pose comme question. C'est une question que, exactement, c'est ça, je dis, je respecte cette question. Ça, on va le déterminer. Je pense que si le décret dit que le président va le déterminer, ça, je le respecte. Mais si déjà nous sommes tous unanimes que c'est pas gratuit, parce que c'est ce que vous dites en substance, il faut leur donner les moyens, je pense que nous rejoignons systématiquement. Ce que moi je demande, c'est qu'il faut joindre efficacité et efficience si nous voulons aller dans 3 ans. Mais si nous voulons, je trouve que faire un peu du populisme qui ne va pas porter, nous allons nous retrouver encore dans une année pour décrier cela. Parce qu'on ne peut pas demander à des gens aussi qui ont des familles, qui ont tout ce qu'on veut, qui ont des engagements. Moi, c'est ça. Je pense que le gratuit n'a jamais porté. Si nous voulons vraiment être sincères pour avoir des résultats escomptés, il faut donner ce dont ils ont besoin, on se rejoint là pour qu'ils puissent fonctionner. Et pour moi, c'est le débat est clos à ce niveau. En tout cas, c'est l'espoir parce qu'on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Je crois que derrière l'esprit gratuit, c'est la question du sacrifice pour ceux qui y viennent. Pas un sacrifice au point de s'ouvrir les veines. Il y a un accompagnement qui pourra être fait, mais n'attendons pas à ce qu'on se retrouve avec des gens qui veulent 1,7 million comme on l'a vu dans la dernière transition et qui ramènent ça à 880 000 et puis après dans le débat même, on voit comment ça se passe. Et j'ai dit encore, si on veut fonctionner et on veut changer les choses, ça commence aussi par ces petits principes-là. Tamiser pour qu'il y ait du bon en termes de représentation à notre Assemblée nationale et qu'on n'ait pas la même chose qu'on a eu la dernière fois où les gens sont en train de se clasher, les gens sont en train de se frapper, les gens sont en train de se déchirer juste parce qu'ils savent qu'arriver là-bas, tu dors tranquille pendant 3 ans, il n'y a qu'un salaire qui t'est garanti et qui est au-delà de ce qu'il aurait pu espérer dans sa vie. Je suis totalement d'avis avec vous. Parce que il y a le mot gratuit. Je pense qu'on n'a pas pu lui trouver un contenu qui convienne à tout le monde. Parce que pour certains, gratuit, c'est sans salaire. Pour d'autres, gratuit, il y a un minimum d'accompagnement, mais ce n'est pas forcément gratuit. Finalement, on est dans quoi? C'est pourquoi il faut être clair dans les propos. Une charte à vocation de feuille de route, comme l'a dit Adama Sigiri. Donc, sa vocation d'être claire, il n'y a pas de zone d'ombre quand vous lisez. En ce moment, vous vous accordez sur ces choses-là. Il a été dit, les sessions n'excèdent pas 45 jours. 2 fois l'an. Mais il y a la possibilité de tenir des sessions extraordinaires qui n'excèdent pas plus de 10 jours. Mais même les sessions extraordinaires sont payées. Et on peut faire autant de sessions extraordinaires comme de fois dans l'année. Est-ce que ça a été précisé? Peut-être que je n'ai pas lu avec toute l'attention. Voilà. Mais il y a effectivement ces éléments-là à mettre là-dedans. J'ai dit, nous, Burkinabés, on manque parfois de réalisme et on n'est pas suffisamment courageux pour aborder certaines questions. Je prends un exemple d'un ministre que je ne vais pas nommer sous la transition, qui a un cabinet qui était du privé, qui a été appelé à servir comme ministre. Il rentre à la première rencontre pour la prise de contact. Le premier ministre Zida leur fait savoir sur la base des textes qu'il doit percevoir comme salaire. Quand il est sorti, il a dit au premier ministre Zida, Son Excellence, si c'est comme ça, moi je vais retourner dans mon cabinet. Si c'est que vous allez me servir, je vais retourner dans mon cabinet. J'ai bâti un train de vie. Mes enfants sont à l'école. À la fin du mois, je dois casquer pour l'électricité et l'eau. Il y a mon cabinet qui fonctionne avec des gens que je dois payer le mois. Il faut que je sois réaliste. Ils ne sont pas comptables de moi, mes choix. Ma famille n'est pas comptable. À cet instant-là, c'est moi qui ai accepté de devenir ministre de la République. Mais si ça va être comme ça, je ne pourrai pas. Je préfère retourner. C'est honnête. Il a dit, bon, on verra après. C'est ce qui a permis que certains ministres négocient maintenant leur salaire sur la base de ce qu'ils avaient et des engagements aussi qu'ils avaient. Il y en a qui avaient des prêts bancaires, qui avaient, j'ai dit bien, un rythme de vie, les enfants sont à l'école et tout. Qu'est-ce que tu fais? Mais à la fin de la transition, ils ont fait le calcul pour reverser ce reliquat-là sur la base du nouvel accord. Nous, Burkinabés, quand on a pris, on a dit que les ministres de la transition se sont partagés de l'argent après la transition. C'est à tort ou à raison, parce qu'ils n'aiment pas aussi la bonne info. Mais un régime est venu sur la base des élections et a trouvé qu'il y a déjà une brèche ouverte sous la transition. Qu'est-ce que ce régime fait? 2 choses. Soit vous laissez en l'état et vous dites au nouveau ministre, on va sur ce rythme. Celui qui ne peut pas tenir, il n'a qu'à repartir d'où il est venu. Ou
on relit courageusement les textes. Mais on ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait. On a permis également que les gens continuent également de négocier encore leur salaire sur la base de ce qu'ils gagnaient dans le privé. Et puis, voici dans quoi nous sommes aujourd'hui. Il faut avoir le courage, à un moment donné, quand ça ne va pas, d'aborder la question et de remettre les choses. Les Burkinabés comprennent. C'est quand ce n'est pas clair ou bien... Non, nous ne sommes pas quand même un peuple à l'oreille fermée où on dit non, ils sont... Non. Talon est arrivé, il dit bon, il faut revaloriser la fonction du ministre. Le ministre a tel salaire, mais vous n'accordez plus de marché public. On centralise tout, mais vous n'accordez plus. Parce que c'est dans ça que la corruption va venir. Mais nous, on n'a pas le courage d'aborder certaines. On préfère beaucoup plus les questions populistes. Et c'est dans ce travers-là nous sommes. Pour des gens que vous allez prendre pendant 3 ans, dans quelles conditions est-ce qu'ils vont travailler? La charte n'était pas, je dis bien, suffisamment claire là-dessus. Moi, je viens. Le boulot du député, comme il a dit, ne se limite pas à venir pendant les 45 jours. Si vous êtes dans une commission, comme la Confib ou la KJDH, à un moment donné, vous devez carburer. Est-ce qu'il y aura des indemnités pour des frais de session pour ça qui n'est pas... Ou bien, qu'est-ce qu'on fait? Mais ce débat-là, on doit le poser, on doit le mener. Mais moi, c'est un commentaire que je voulais faire sur la base, effectivement, du constat que le mot gratuit, jusqu'à présent, on ne l'a pas clairement dit. Tout le monde est d'accord qu'on ne peut pas le faire gratuitement. Mais comment est-ce qu'on le fait? Ça, il va falloir qu'on ait le courage, effectivement, de l'aborder. Moi, c'était un commentaire. C'est pas une question parce que je voulais aller à une autre question. Mais pour rebondir un peu sur ce que le juge Bougma est en train de dire, il y a des questions que nous devons vraiment avoir le courage d'aborder. Aujourd'hui, pendant le régime Kaboré, cette question aurait dû être vidée. Mais le problème que nous avons, c'est que nous refusons de nous assumer. Et ça, je ne cesserai de le répéter. Nous aurons vidé ça, avoir une moyenne en disant un ministre burkinabé va toucher désormais cette moyenne-là. Mais dorénavant, si nous prenons un ministre dans ceci ou dans cela, nous serons sans complaisance. Parce que l'excuse que tout le monde donne, parce que quoi qu'on dise, à un certain niveau social, les gens connaissent un peu le train de vie les uns des autres. Ils sont réalistes. Ils savent cette vérité qu'il faut peut-être dire au peuple sincèrement à ce niveau-là. Voilà un peu les engagements que lui, indépendamment de la gouvernance politique, voilà ce qu'il avait comme revenu. Donc si nous voulons vraiment avoir des hommes qui ont une compétence pour les mettre au service de l'État, nous devons avoir cette moyenne pour que nous puissions trancher et nous l'assumons. Mais il ne faut pas le faire et en même temps ces mêmes personnes continuent à vider les caisses de l'État. Je me resitue encore en disant que le problème du Burkina Faso, ce ne sont pas les salaires accordés. Quand on prend par exemple l'Assemblée nationale qui était autour de 20 milliards, quand on va parler des salaires proprement, ça ne vaut pas 1 milliard. Si on prend la Constitution. Donc, le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est la gabégie qu'on met dedans, des missions à tort et à travers qui ne sont pas légitimes. C'est la corruption sur les marchés publics. Ce sont les vols, ce sont les détournements. C'est l'encouragement de l'incompétence au sommet de l'État. C'est ça le problème du Burkina Faso. Et il faut que pour résoudre ce problème-là, que nous ayons le courage de régler les problèmes en amont. D'accord. Docteur Harouna Louré est notre convoqué du jour. Il est le porte-parole du mouvement Les Révoltés. Avec lui, nous parlons de la dernière monture, sinon la monture définitive de la charte de la transition. Vous l'avez dit, le débat, ce n'est pas forcément dans les textes, mais c'est la qualité des hommes qui vont animer les organes de la transition. Parlant de la représentativité, la question des choix des représentants, est-ce que le débat a été posé? Est-ce que vous avez la claire lecture aujourd'hui? Par exemple, pour ce qui est des organisations de la société civile, comment ça va se faire? Parce qu'en 2014, il y a eu une bagarre des chiffonniers. D'accord, merci bien. C'est vrai que la question des répartitions des postes, vous le disiez à votre introduction, de 51, on est passé à 71. C'est vrai que ça a été un débat, mais au finish, l'esprit, c'était quoi? On a dit on veut quelque chose d'inclusif. Et ce qui a porté ça, c'était la question du genre qu'on ne retrouvait pas. Ce qui a porté, c'était la question de la jeunesse qu'on ne retrouvait pas. On a dit, si c'est ça, le président étant à 13, on ramène à 21 pour qu'il puisse prendre en compte la question du genre et de la jeunesse. Les forces de sécurité et de défense qui étaient à 13, qui sont passés à 16, je crois, c'était la question, parce qu'il ne faut pas que ça soit que des militaires. La police est là, la gendarmerie est là, il y a les paramilitaires. Il faut que ça soit assez inclusif. Donc, ce sont ces genres de discussions qui n'avaient pas forcément pour but d'augmenter, mais pour avoir plus d'inclusivité et de trouver
un compromis et d'aller de l'avant. Pour les organisations de la société civile, effectivement, de 8, et les organisations de la société civile se retrouvent à 13. La question qui a été posée, c'est quoi? Bon, il y a des gens qui ont dit qu'il y a de la malgouvernance, rien ne va. Peut-être qu'il faut leur donner l'opportunité également d'aller défendre leur idéal de la gouvernance de ce pays-là. Maintenant, c'est vrai qu'en 2014, il y a eu de la bagarre. Probablement, cette année, il y aura de la bagarre. Mais personnellement, mon rêve, c'est que il faut que nous allions à l'essentiel. Après le coup d'État, nous, on a dit c'est un changement de régime. Si nous voulons coter, ce n'est que 10% de l'effort qui est fait. Les 90%, c'est comment nous bâtissons un Burkina Faso de paix et de prospérité. C'est ce combat-là que chaque citoyen burkinabé, aussi bien de la société civile, non politique, doit se poser au quotidien en tant que citoyen burkinabé. C'est là que le mot patriote vient. Qu'est-ce que je fais pour que ma patrie rayonne? C'est là où il y a tout le débat. Et je souhaiterais vraiment que la répartition au sein des organisations de la société civile, qu'il n'y ait pas trop de débat, qu'il y ait un consensus réel, mais que ceux qui n'iront pas soient regardants. Il faut que la veille continue. Je pense que c'est l'un des péchés que nous avons commis en 2014, c'est qu'à un certain moment, nous n'avons plus voulu veiller de manière ardieuse. Et il faut que ça continue. Tout citoyen doit se préoccuper de la gestion de l'État burkinabé. Oui, moi c'est la composition. Le quota du chef de l'État a changé. Au niveau des organisations de la société civile également, ça a augmenté. Maintenant, on est même passé à 71. Qu'est-ce qui a valu cette augmentation? Oui, en fait, la question vraiment qui a fait qu'on a augmenté, on voulait même aller au-delà. Mais c'est ça que je dis, au Burkina Faso, il faut que nous ayons le courage d'assumer nos convictions. Parce que ce qui était revenu, c'était qu'il aurait été préférable de faire une personne par province pour être assez représentatif plutôt qu'une personne par région. Mais si on dit une personne par province, ça fait déjà 45 personnes. Et si on met dedans, on va dire voilà des gens qui sont... Le problème, il est là. Il faut que les gens aient le courage d'assumer leurs convictions et de le défendre. Bon, on n'est pas allé là. La question de l'inclusivité, la question genre n'était pas posée, quoique dans la charte, il y a un article qui porte sur ça. La jeunesse qui est là au Burkina Faso, nous qui parlons de changement générationnel, c'est vrai, on peut dire dans les autres, ils peuvent amener des jeunes, mais pour être explicite là-dessus, même la diaspora, c'est ce qui a prévalu, pour ne pas éclater tout ça, a prévalu que le nombre du chef de l'État passe de 13 à 21. Je répète encore, je ne suis pas là pour défendre que c'est la bonne manière, mais pour donner qu'est-ce qui a prévalu à ce que cette décision soit prise. Oui, moi, sur le nombre, je suis un peu surpris parce que quand on regarde, moi je fais un calcul peut-être qui ne tient pas compte aussi de certaines réalités, mais pour moi aussi il faut le regarder aussi, vous le regardez ainsi. Tout à fait. 16 plus 21, on est à 37. Ça fait plus de la... C'est ça, non? 16 plus 21, on est à 37. On est à plus que la moitié des 71. On est d'accord? Si. Comment éviter que ça ne soit pas une caisse de résonance lorsque vous augmentez le nombre de personnes qui doivent être désignées par le président de la transition? 16. Vous dites, vous lui laissez la latitude d'inclure les jeunes, les femmes et tout. Mais pourquoi est-ce que ce ne sont pas plutôt les organisations de la société civile qui sont d'ailleurs sur ces questions-là et dont le nombre n'est pas élevé, n'est pas plutôt grandi, pour garantir cela et qu'on le laisse au président du Faso, étant entendu qu'à partir du moment où il les a désignés, je pense qu'ils répondront quand même d'une façon ou d'une autre aussi de lui. On parle des forces de défense et de sécurité, 21. Non, 16. 16. Oui. Pour les forces... non, ils deviennent 18. Ils étaient 13, ils deviennent 18. Le 21, c'est ceux que le chef d'État doit choisir. Donc là encore, c'est plus fort. Donc ça fait 21. Si, plus 18. Plus 18. Oui. Donc ça devient encore plus fort même que je le disais. Donc ceux qui viendraient pour les forces de défense et de sécurité, je pense que je ne dirais pas qu'ils soient alignés, mais on peut avoir aussi... la solidarité de corps. Voilà. Et nous, on peut logiquement se dire que ça pourrait être comme ça sur certaines questions. Est-ce que quand on regarde cette photographie-là, on ne peut pas craindre qu'il ne soit une caisse de résonance? Oui, il faut craindre, moi je le dis, même il faut craindre toute la gouvernance, parce que ça, c'est ce qui va permettre de corriger. On est totalement d'avis sur cette question, ça a été l'objet de débat également. Juste dit, les tests, peut-être que ce n'est pas parfait, mais ce qu'on se dit, c'est que ce sont des individualités qui vont venir défendre. Mais au-delà de ces individualités qui vont être représentatives, il faut que derrière, il y ait cette solidarité pour que nous ne prenions pas des dérives. Sinon, je vous le concède totalement, ça fait 21 que le chef d'État va nommer, sur les 71 déjà, même si nous excluons les 18 des forces de sécurité et de défense, parce qu'on se dit que c'est un corps autonome qui va le faire, ça fait déjà probablement beaucoup, et je suis d'avis. Est-ce que ça ne va pas être... voilà. Mais comme c'est
un lieu où il y aura tous les débats possibles, moi j'ose espérer qu'il y aura l'accompagnement du peuple derrière tout ça pour que nous ne subissons pas des dérives. Ce que vous dites, je suis totalement d'accord. C'est pour cela que je répète. Je ne cherche pas à défendre ce que la charte a dit, mais ce qui a motivé certaines décisions. Parce qu'on peut épiloguer sur tous les articles. Une idée de la composition des profils que le chef de l'État va choisir, ou bien c'est laissé à sa discrétion? C'est laissé à sa discrétion, sauf ce qu'on a ajouté pour qu'on puisse tenir compte du genre, de la diaspora et de la jeunesse. Il prend un C3 et puis c'est fini. Oui, c'est ça. Je vais me répéter. Je vais peut-être me répéter. C'est pas que c'est passé comme une lettre à la poste. Ça a été l'objet de débats vigoureux. Mais c'est le consensus qui est né des 350 personnes qui étaient là. Et je suis totalement d'avis que ça pourrait sembler être vraiment une caisse de résonance du chef d'État. Et c'est toujours la question, pourquoi le Burkinabé ne s'assume pas? Ça a été un coup d'État. Le MPSR aurait pu s'assumer intégralement en disant nous avons fait un truc de force, nous le faisons, mais à la force de rechercher peut-être une forme de démocratie, nous trouvons quelque chose d'à peu près qui ne répond pas totalement à la vision que nous avons peut-être de la démocratie, mais ceux qui ont fait leur coup d'État, qui se disent que c'est eux les choses, quoi qu'on ne peut pas leur nier, sont en train de trouver de l'à peu près. Et arrivé à un certain moment, il faut trouver un consensus pour aller de l'avant. Mais au-delà de ce consensus, c'est le peuple qui est souverain à tout moment. C'est le peuple qui s'organise pour défendre ses idées. Oui, moi, je me permets un commentaire. Je suis pas trop d'accord là. Parce qu'il est, pour quelqu'un qu'on a connu très acerbe dans la critique, il est trop optimiste. Non. Là, vous êtes vraiment tellement optimiste que moi, je crains. Vous ne pouvez pas dire qu'on ne s'est pas assumé en allant dans un état d'exception, mais c'est parce qu'on sait qu'il y a une communauté qui nous regarde. Je prenais ça en avant-propos. On est obligé de faire quelquefois de l'habillage. Mais on ne peut pas contribuer à accepter que ce qui ressemble à comment on appelle ça, à un genre de boulevard, qu'on le conçoive autrement. Ça, il faut qu'on le dise de façon très claire. Ça ressemble vraiment à cela. Et j'ai dit que allez s'asseoir et puis valider ça et dire bon, il faut espérer. Je suis désolé, mais on n'est pas à l'église. C'est pas une question de croyance. On balise et on met ici et maintenant les garde-fous pour éviter qu'il y ait des excès, pour éviter qu'il y ait quelqu'un qui soit rendu trop fort. C'est comme ça que ça fonctionne. Si ce ne sont pas assumés à dire que c'est un état d'exception et qu'ils veulent aller dans un autre ordre, il faut leur dire que dans cet ordre, voilà comment ça fonctionne. Je vais juste faire une précision à juge. C'est que même quand nous prenons la première mouture que la commission technique a mis en place, c'était en ce moment, le président nommait 13 et les forces de défense et de sécurité, ça faisait 8. Quand nous prenons déjà le quota, on se retrouvait sensiblement à la même question en réalité. Donc, on peut toujours vraiment épiloguer. Je suis optimiste. 13 et 8, ça fait 21. Ils avaient proposé 51. 51, ça fait moins de 25, donc vous n'avez pas la majorité. D'accord. Et 21. Alors que là, vous êtes à pratiquement 37. Et la moitié c'est 35,1. Oui. Donc ça veut dire que c'est déjà fini. En fait, il faut qu'on soit clair sur le principe des choses. C'est ça que je dis. Je ne veux pas dire dans la salle, voilà ce qui était contre, voilà ce qui était pour. Il y a un document qui est fait, et je le dis, il n'est peut-être pas parfait. Et vous l'avez dit, vous êtes des journalistes, vous êtes introduits, vous irez chercher à comprendre, vous verrez ceux qui étaient contre et ceux qui étaient pour. Mais c'était de 8h à 2h du matin. Et je me répète encore, ce document n'a de valeur que ce que nous allons lui accorder. Sinon, il n'a pas de valeur propre. Il a des insuffisances que tout le monde peut. Si on prend même le préambule, on a fait 2 heures de débat là-dessus. Donc, pour dire que ces inquiétudes, on les porte. Maintenant, au vu de la situation dans laquelle nous nous retrouvons avec question d'inclusion, est-ce qu'il faut boycotter, dire bon, à cause de cette question, nous qui ne sommes pas d'accord, nous quittons la salle, on ne va pas adopter. D'accord. Le président des Assises nationales sur la transition a dit que cette transition-là, c'est aussi une occasion pour les jeunes d'être au cœur de l'opérationnel pour comprendre un peu la gestion des choses de l'État. Quelle sera la posture de Dr Louré? Est-ce que vous êtes prêt à animer ces organes de la transition ou bien vous préférez rester dans la veille, dans la surveillance, comme vous l'avez dit, qui doit être assez importante pendant cette période-là? Comme on le dit couramment, il y a deux philosophies de ceux qui conçoivent les sociétés civiles. Il y a d'autres qui pensent que les organisations de la société civile doivent rester purement et simplement dans leur rôle de veille. Il y a ceux qui pensent que non, la meilleure manière de changer un système, il faut y être. Moi, je suis de la philosophie que la meilleure manière de changer un système, il faut y être. Parce que aujourd'hui, nous allons nous asseoir, on va appeler beaucoup de personnes, certains vont refuser. Après,
la nature a horreur du vide, il faut trouver des gens pour que ça fonctionne. Si vous pensez en toute sincérité que vous avez une quelconque compétence, vous ne partez pas pour une question d'intérêt personnel, mais c'est ce patriotisme qui prévaut. Vous pensez que vous pouvez accorder une touche, pour moi, il faut y aller, pour ne pas qu'on vienne prendre des gens que vous allez critiquer qui ne sont pas bons. Si vous pensez vraiment en toute honnêteté que vous pouvez apporter ça, n'y partez pas parce que c'est une opportunité. Non. Ce n'est pas un éléphant qui a été tué qui doit être dépecé. Absolument pas. Il y a un État, il y a une nation à bâtir. Si vous ne pensez pas vraiment que vous pouvez apporter une touche, et si vous trouvez des gens plus compétents que vous, acclamez-les, dites-leur le parti. Parce que si le MPSR échoue, ce n'est pas le MPSR qui a échoué, le régime Kaboré a échoué, ce n'est pas le régime Kaboré qui a échoué, c'est la nation burkinabé qui a échoué. Parce que l'insécurité va aller en galopant. Si on dit que le MPSR a échoué, c'est que peut-être, actuellement on est quasiment à 2 millions de déplacés internes, on sera peut-être à 4 ou 5 millions, et les terroristes seront plus là, seront au centre même de nos grandes villes, c'est-à-dire la corruption et tout ce qu'on dit se serait amplifié. Ceux qui disent que non, ce n'est pas leur problème, je dis oui, tu peux dormir dans ta maison, le petit qui est au bord de la route, qui tend la main parce que nous n'avons pas pu lui garantir l'éducation, la santé, l'alimentation, dans son village, viendra te braquer parce qu'il a faim. Nous sommes tous concernés. Donc, quand on me dit que je suis optimiste, oui, je suis un grand rêveur. Parce que je rêve de cette patrie. Il y a des pays africains qui ont fait l'exemple, qui ont pu s'en sortir. Pourquoi pas nous? Et on va dire non, il y a d'autres qui ont dit ça et qui sont allés. J'ai dit oui, c'est une inquiétude que je porte également. On a vu des gens qui ont dit et après ça a changé. C'est une inquiétude que je porte. Mais à un certain moment, il faut qu'une génération de Burkinabés ose ce changement-là. Sinon, nous allons tous rester à critiquer, à proposer, puisqu'au-delà de la critique, on propose et des gens vont venir, ils vont mettre ça dans les tiroirs parce qu'ils ont d'autres intérêts. Donc, je suis de ceux qui pensent que si quelqu'un, aussi bien des organisations de la société civile ou peu importe, un citoyen burkinabé pense qu'il a les compétences, c'est là que c'est le patriotisme. Vous êtes prêt à y aller? Je ne sais pas si c'était la question. Oui, je suis de la philosophie que si c'est nécessaire, j'irai. Maintenant, c'est ce que je dis. Si je pense que quelqu'un d'autre est plus compétent que moi pour faire cet exercice, je n'irai pas en compétition avec lui. Merci, Dr Aruna Louré. C'est sur ce mot-là que nous allons mettre un point final à la présente convocation. Je rappelle que vous êtes porte-parole du mouvement Les Révoltés. Avec vous, on a parlé de la dernière monture, de la monture définitive de la charte de la transition, les enjeux également, le climat de travail autour de l'adoption de cette charte-là. Merci, messieurs les juges. C'est vrai que les 1 heure n'ont pas suffi, mais au tribunal de l'actualité, on peut convoquer une seconde fois, en tout cas, notre invité. Donc, il ne s'est pas exclu qu'on vous reçoive une fois de plus sur ce plateau-là. Merci d'être là. Merci pour les clés de lecture. On se donne rendez-vous demain pour la même mission. Posez un regard critique sur l'actualité, mais en attendant, restez fidèles au programme des médias leaders True TV et Watt FM.